va parler pouvoir de la marque et contenu. Et pour ce faire, je suis très heureuse d'accueillir Adrien Labastide, cofondateur de Kessel Media. Alors, merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à Emmanuel Vivier pour son invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le sujet, c'est l'évolution de l'advertising du point de vue du social. C'était vraiment très bien, moi j'ai trouvé cette présentation sur TikTok. Je vais vous parler plutôt avec un angle un petit peu différent, vous allez voir, moins vidéo, plus contenu, plus stratégie, plus texte, pour vous raconter en 2 mots d'où je viens. Je suis quelqu'un qui vient des médias. Avant ça, j'avais créé une boîte qui s'appelle Golden Moustache, qui faisait de la production de vidéos sur YouTube, que j'ai vendue à M6 il y a quelques années. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit que ça serait intéressant d'explorer un autre type de contenu. Moi, je viens de la vidéo, hein, donc ce qu'on vient de voir là, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à explorer du côté du texte écrit. Le véhicule, c'est les newsletters. Ça fait 2-3 ans qu'il y a un mouvement qui se passe, qui est assez fort aux États-Unis notamment, avec des plateformes, des nouveaux médias de presse écrite à base de newsletters. Et c'est une sorte de réaction un petit peu anti-TikTok, anti-réseaux sociaux, enfin pas de manière négative, mais j'expliquais ça au cours de la présentation, ça correspond à une sorte de quête de sens, de besoin d'explication, d'analyse, enfin tout ce que la vidéo ne peut pas apporter et qui, il me semble, dans le discours d'une marque, son positionnement peut avoir quelque chose d'intéressant. Alors, rapidement, Emmanuel m'avait suggéré de revenir sur les grandes tendances qui agitent le monde des médias récemment. Je ne reviens pas sur les choses qu'on vous a probablement déjà expliquées plein de fois, sur l'importance effectivement de la vidéo, de la montée en puissance de TikTok, de la data, de l'influence, de la segmentation, également même de la réglementation, je pense, pour l'influence qui est un élément assez structurant, mais plutôt sur ce qu'il y a de plus récent en termes de tendance dans notre univers. Moi, j'ai noté 4 points qui je trouve importants en ce moment. Le premier, c'est l'arrivée des streamers, Netflix et autres, sur le marché de la publicité, qui est en train de se produire maintenant et qui va probablement avoir beaucoup d'impact à partir du moment où le volume va être là dans les prochains mois. Et c'est vrai que puissance et segmentation en même temps, ça devrait être quelque chose d'extrêmement structurant. La disparition progressive des cookies tiers et donc l'impact que ça peut avoir sur la segmentation et la data à nouveau. Et en le liant au point précédent, ça peut effectivement faire changer pas mal de choses, notamment dans l'achat média. L'intelligence artificielle, dont j'imagine qu'on va beaucoup vous parler ici et ailleurs. Donc je ne vais peut-être pas détailler, mais le point essentiel, c'est qu'on va scaler de manière extrêmement importante dans la création de contenu. Scaler dans le volume, probablement dans un premier temps, en tout cas, baisser en qualité de création de contenu. Je dis pas ça de manière, c'est pas un jugement de valeur, c'est l'état actuel des outils, la connaissance qu'on en a et la maîtrise qu'on a fait qu'aujourd'hui, la qualité est probablement inférieure à ce qu'elle va être dans les prochains mois, c'est assez évident. Et du coup, un monde dans lequel il va y avoir une hyper distribution des contenus sur les réseaux sociaux. C'est déjà le cas, il y a un volume de contenu qui est hallucinant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui devrait augmenter de plus en plus, une hyper distribution des contenus. Et du coup, j'ai créé une lassitude relative. Effectivement, si on parle de tendance, la tendance majeure, ça va être une importance croissante des réseaux sociaux, de plus en plus de contenu, de plus en plus de consommation, mais à la marge, probablement des gens qui vont avoir une forme de saturation de ça, en disant à un moment, peut-être vous en avez fait l'expérience vous-même, à la fin de la journée, trop de contenu, de mauvaise qualité, dont on ne perçoit pas pourquoi il nous arrive, quel est le sens, qu'est-ce qu'on en fait, comment l'analyser, et une charge mentale, c'est des choses que vous connaissez qui est importante. Et je rajoute un autre phénomène que ceux qui travaillent dans les médias ont dû observer, c'est une baisse importante du trafic des réseaux sociaux vers les médias et de l'exposition des médias. Et ça s'accentue, c'est vraiment très fort depuis en gros cet été. Il y a déjà un déréférencement des médias sur Google notamment, qui va directement aux primary sources. Et puis, si vous ajoutez à ça la baisse de l'exposition des contenus sur Meta en général, ça fait que la plupart des médias sont de moins en moins exposés, enfin moins visibles que par le passé. Donc si vous avez de plus en plus de contenu, plutôt de commoditisé, c'est-à-dire plutôt de pas très bonne qualité, ultra distribué, moins de contenu de bonne qualité, ça va avoir un impact sur le monde média.
Deuxième point, peut-être que vous allez avoir beaucoup de slides avec Hugo Décrypte aujourd'hui, c'est les éditeurs de contenu. Dans éditeur, je mets vraiment tous ceux qui créent des contenus et qui les diffusent. Enfin, un journal, une radio, un podcast, un créateur de contenu, une plateforme de streaming, sont obligés de muter. C'est-à-dire dans un monde où il y a beaucoup de volume d'une faible qualité, la tendance va être à augmenter la qualité en investissant massivement dans les contenus. Dans le streaming, par exemple, c'est quelque chose de très visible, le streaming vidéo, où les principales plateformes investissent des sommes colossales aujourd'hui. Il y a plus de contenu de qualité probablement que de demandes, donc des acteurs qui sont hyper endettés. On n'a jamais eu autant d'offres de séries, par exemple, qu'aujourd'hui. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres domaines également. C'est-à-dire que dans la presse écrite, par exemple, il y a un haut de panier qui est assez intéressant. Le New York Times, par exemple, le Washington Post, qui sont en train de développer des contenus assez incroyables. Et puis des acteurs qui ne sont pas des acteurs médias à l'origine et qui de plus en plus développent des contenus assez extraordinaires et pas forcément ceux auxquels on pense en premier. Par exemple, ce que fait Goldman Sachs dans l'économie. Vous pouvez trouver, par exemple, ça s'appelle les Goldman Sachs Briefing, soit en podcast, soit en newsletter. C'est des contenus d'analyse d'une qualité exceptionnelle avec très peu, je pense, de titres médias qui sont capables d'avoir ce niveau d'analyse, parce qu'ils ont la data, parce qu'ils ont l'expertise, parce qu'ils ont la perspective en fait sur les événements qu'ils décrivent et les accès pour le décrire. Et donc McKinsey, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de marques qui commencent à fabriquer leur propre contenu. Si on le dit de manière plus simple, c'est-à-dire en fait, il y avait des contenus très intéressants avant qu'on trouvait dans les rapports annuels ou dans les sites internet des boîtes. Personne n'allait regarder à part les actionnaires. Et ce contenu est en train de sortir des rapports annuels, être mis à disposition du grand public, fabriqué pour être consommé par des gens qui savent comment ça marche en fait, et comment distribuer ce contenu. Et donc on voit en fait de nouveaux acteurs médias qui fabriquent un contenu d'une grande qualité et qui donnent des clés de lecture pour comprendre le monde. Deuxième point, c'est, moi je l'avais observé chez Golden Moustache assez vite, donc ça date un peu, mais je trouve que ça s'accentue, c'est le développement de la notion de communauté par rapport à la notion d'audience. L'audience, c'est une notion assez traditionnelle dans les médias. Pour avoir travaillé un petit peu dans la télévision, en télé, on raisonne en audience, c'est-à-dire j'envoie un message, un peu comme là, les gens le reçoivent ou pas, mais il revient assez peu. La communauté, évidemment, le message revient et elle se structure autour d'un certain nombre de valeurs qui commencent à devenir les éléments différenciants d'une marque, d'un contenu et d'une communauté, et puis avec celles qui comprennent qu'on est OK pour abandonner une partie de son territoire de marque à sa communauté, lui faire confiance, d'autres qui sont encore dans une forme de rétention. Mais rétention qui n'a plus tellement de sens parce que, après l'exposé que vous avez eu juste avant, de toute façon, les consommateurs, le public fait ce qu'il veut d'une marque et se l'approprie s'il le souhaite ou pas. Et puis peut-être le dernier point qui est, c'est pour ça que j'avais mis une photo d'Hugo, l'hyper-incarnation des médias aujourd'hui. C'est pas complètement récent parce que si on regarde la télé, il y avait déjà des choses comme Oprah Winfrey qui avait son network dans les années 90, mais là ça s'accentue très fortement. C'est-à-dire que Hugo en France, mais il y en a plein d'autres, MrBeast aux États-Unis, Gwyneth Paltrow avec The Goop Lab, etc. Mais de plus en plus, dans un monde où il y a des fake news, où on n'est plus tellement sûr de la qualité et de la source des informations, finalement, quelqu'un qui incarne quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu parler, en anglais ils disent « trusted voice », et c'est un concept qui est assez intéressant. Ça fait partie de l'equity d'une marque média. Et si on prend même des exemples assez proches de nous, par exemple Yann Barthès, le petit journal sur Canal, quotidien sur TMC, finalement la transition s'est faite au-delà de la marque média qui l'a porté en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé, voire augmenté en termes d'audience. Et puis les gens disent ce soir je regarde Hanouna, c'est-à-dire que l'incarnation est devenue très forte. Nous par exemple, chez Kessel, on fait des newsletters qui sont des mini-médias, si vous voulez. On est en train de réfléchir à lancer une marque de médias féminine. Et la manière dont on aborde ça, c'est se dire ça n'aurait aucun sens de faire ça comme un titre de presse des années 90. Donc on ne va pas appeler ça femme active. On travaille avec une jeune femme qui a une personnalité assez incroyable, qui sera la directrice artistique, la directrice éditoriale, d'une certaine manière la community manager. Nous, on va faire la commercialisation et le support à la distribution, mais ça va être hyper incarné. Et
Et on va lui laisser une liberté totale dans l'exécution créative de ce qu'elle fait, parce que notre intuition, c'est que son rapport au public est plus fort que celui qu'on peut créer en le théorisant dans un bureau, qu'elle a une intuition de comment les gens réagissent à elle-même, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on va, selon nous, basculer dans un monde où l'incarnation aura de plus en plus d'importance. Et c'est forcément un challenge pour les marques. Donc mon dernier point, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'annonceur ou agence quand on travaille avec des marques partenaires? C'est pas simple en vrai, parce que moi j'ai l'impression que le métier qu'on fait dans le marketing et les médias, il se complexifie pas mal. La réputation, qui est un énorme enjeu et qui est un enjeu assez difficile à maîtriser. Prendre des exemples qu'on connaît, Elon Musk qui tweet quelque chose et qui impacte immédiatement le chiffre d'affaires publicitaire de Twitter. Il y a plein d'exemples. C'est très difficile du coup de maîtriser sa réputation. Ce qu'on dit pas, ce que les gens trouvent, sachant qu'on a en plus maintenant une génération de journalistes, activistes, très doués pour dénicher l'information, la challenger. Enfin, le discours qui descendant, le communiqué de presse, à mon sens, ça marche plus trop en fait. Deuxième truc, c'est une concurrence accrue pour l'attention. Il suffit d'écouter la présentation sur TikTok pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis le mélange de plus en plus flou entre médias, annonceurs, publicité et contenu. Là encore, c'est pas nouveau, hein, le brand content, ça existe depuis très longtemps, mais ça devient de plus en plus flou, le plus difficile à identifier. Et je ne parle pas seulement d'un point de vue de la régulation, hein, des lois, etc. Si vous prenez l'exemple de la publicité, je trouve très bonne pour Lupin, qui a été fait, vous savez, en print, avec les bagues qui disparaissent, etc. C'est assez difficile, honnêtement, sans savoir de quoi il s'agit, de savoir si c'est une pub, pour qui est le client, qui est le consommateur final, qu'est-ce qu'on vous vend, est-ce que c'est une pub, est-ce que c'est de la promo. Indéniablement, c'est très malin et c'est hyper bien fait, c'est hyper créatif. Mais la frontière, elle est devient de plus en plus ténue. Et puis, dernier point, et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, faire de la pub, du contenu, à mon sens, c'est de plus en plus la même chose. Et donc, c'est à la fois un outil de branding, mais c'est aussi un outil de distribution, parce qu'en faisant parler de soi, on expose ses produits, et donc un outil d'acquisition. Et finalement, en étant malin, on pourra pouvoir réduire ses coûts d'acquisition, de dépenses publicitaires et d'achats médias, en ayant une conscience assez fine et assez aiguë du discours qu'on veut tenir et après qui va le porter. Avec un point qui est assez difficile, c'est les valeurs sont quelque chose de plus en plus demandé par les consommateurs, par le public auprès des marques. Nous, on travaille sur des newsletters, on met ces newsletters à disposition de certaines marques qui veulent expliquer leur transformation. Et c'est intéressant et ça marche parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. C'est-à-dire que si vous êtes une marque dans l'énergie et que vous voulez expliquer que vous vous intéressez à la biodiversité, c'est pas simple de le faire en 20 secondes dans un spot de pub. Si vous êtes une boîte qui a une réputation épouvantable, dire que vous êtes adapté aux nouveaux modes de travail et que vous êtes attractif d'un point de vue de tout ce qui est future of work, c'est compliqué, etc., etc. Et pourtant, c'est ce qu'on attend des marques aujourd'hui. Il y a quelque chose de citoyen à dire je consomme pas, j'aime pas, et de le dire. Et du coup, c'est assez marrant de constater qu'il y a de plus en plus de marques qui communiquent différemment. C'est-à-dire qu'elles utilisent des mots, des concepts, des valeurs, et moins des images pour mettre en avant des produits et des services. Je prends un exemple un peu trivial, mais il y avait Durex qui avait fait des pubs dans le métro pour leurs préservatifs. Et les pubs, c'était juste des textes qui insistaient sur la notion de consentement. On voyait pas d'acte d'amour, on voyait pas le produit, on voyait rien d'autre qu'un texte qui disait chez nous, le consentement, c'est une valeur fondamentale. Et je trouve que c'est d'autant plus frappant que c'est Durex qui sert ce discours. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus en disant, finalement, si je suis pertinent sur mon discours, et le discours il passe par les images, il passe aussi par des mots, par des prises de parole, par des incarnants, alors je vais peut-être pouvoir trouver la communauté des gens en face qui sont alignés avec ça, et on va créer quelque chose d'organique dans notre relation au consommateur. Et c'est le cas des grandes marques comme Patagonia ou Veja qui ont parfaitement intégré ça. Voilà, je crois que j'arrive au bout de
à 18 secondes près. J'étais ravi d'être avec vous.